Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de l'information sur la 7. Au sommaire de cette édition, le Togo lance en janvier 2024 l'assurance maladie universelle afin d'atteindre une couverture santé nationale. On y revient. Aussi, après plus de 2 ans obturés par la Covid-19, le tourisme au Togo reprend des couleurs. 2023 a été l'année où le pays a attiré plus de touristes, nous y reviendrons. À l'international, insécurité en Haïti. Autrefois paisible, la ville de Port-au-Prince est maintenant en proie à la violence des gangs. Les résidents terrifiés construisent des barricades pour se défendre. Malgré l'intervention de la police nationale d'Haïti, l'incertitude règne. D'autres précisions dans ce journal. Et puis, la situation est tendue en République démocratique du Congo. Les élections du 20 décembre dernier sont sous le feu des critiques. L'opposition et les mouvements citoyens du Sud Kivu réclament l'annulation des scrutins. Les précisions dans un instant. Voici donc tout pour les titres, place au développement. Bienvenue si vous nous rejoignez. Le Togo a connu une avancée significative en 2023 en attirant 27,5 milliards de francs CFA d'investissement privé. Ces derniers ont progressé de 4,5% en moyenne ces 5 dernières années. Le constat de Claire Gagnon. En 2023, le Togo a réalisé une avancée significative en mobilisant 27,5 milliards de francs CFA d'investissement privé. Selon les chiffres partagés par le ministère de la Promotion de l'Investissement, environ 80% de ces dernières étaient des investissements directs étrangers, IDE, soit 21,9 milliards de francs CFA, et 20% étaient des investissements directs nationaux, IDN, soit 5,56 milliards de francs CFA. Les investissements privés ont progressé de 4,5% en moyenne ces 5 dernières années pour atteindre plus de 20% du PIB en 2022, un progrès pour l'économie togolaise. Le gouvernement togolais a créé un écosystème favorable aux entreprises pour attirer et retenir des niveaux plus élevés d'investissement du secteur privé, notamment en mettant en œuvre la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, et en mobilisant des investissements étrangers. Cette approche a permis de libérer le potentiel du pays avec une croissance économique devant se maintenir autour de 5,2% en 2024, avant de se renforcer et d'atteindre 5,8% en 2025. Le Togo continue d'attirer des opportunités d'investissement pour les entreprises locales et internationales. Le Togo lance en janvier 2024 l'assurance maladie universelle visant une couverture maladie nationale. Dans ce contexte, la question des modalités pour les travailleurs indépendants, les chômeurs et des personnes se pose toujours. Le récit d'Arod Ato Mensan. À partir de janvier 2024, le Togo s'engage dans la mise en place de l'assurance maladie universelle AMU, un dispositif visant à couvrir l'ensemble de la population en matière de santé. Les premiers bénéficiaires, comprenant des fonctionnaires, retraités et salariés du secteur public et privé, devront cotiser 5 ou 10% de leurs revenus avec une contribution partagée entre l'employeur et l'employé. Même si l'AMU vise à couvrir l'ensemble de la population togolaise, son application sera progressive, débutant en avril 2024 pour les personnes éligibles. Dans ce contexte, la question cruciale des taux de cotisation pour les travailleurs indépendants ainsi que l'intégration des chômeurs et des personnes vulnérables reste en suspens. Du côté des autorités, le ministre de la Fonction publique et du Dialogue social assure qu'un processus de dialogue et de concertation sera initié pour définir les conditions d'affiliation, les modalités de paiement des cotisations ainsi que les montants forfaitaires. L'objectif est de garantir une compréhension approfondie de l'assurance maladie et de créer des conditions d'accès aux soins de santé adaptées aux réalités des chômeurs et des personnes vulnérables. Pour rappel, l'assurance maladie universelle se concentrera sur des prestations couvrant des maladies courantes, soulignant son engagement envers la santé maternelle et infantile, ainsi que la lutte contre le paludisme, les infections respiratoires, les diarrhées, l'hypertension artérielle et le diabète. Après plus de 2 ans plombés par la Covid-19 au Togo, le tourisme reprend les couleurs. Plusieurs sites touristiques du pays attirent plusieurs touristes de toutes nationalités. 2023 était l'année où la destination du Togo a le plus attiré.
Le secteur du tourisme est en pleine reprise depuis la fin de la pandémie au Covid-19. Après 2 années marquées par la crise sanitaire, la destination Togo continue toujours par attirer. En 2023, plus d'1 400 000 touristes ont foulé le sol togolais. Ainsi, le Togo se positionne sur le marché sous-régional comme une destination incontournable. Par rapport à 2022, près d'1 million de visiteurs avaient été enregistrés, ce qui a généré près de 25 milliards de francs CFA, soit plus 34% par rapport à 2020. Ce résultat confirme en quelque sorte la bonne santé du secteur. Rappelons que le Togo est un pays naturellement touristique. En dépit de sa superficie limitée, le pays dispose néanmoins d'énormes atouts touristiques. Une diversité de paysages répartis dans chacune des 5 régions du pays. L'on y retrouve des sites et monuments reconnus à l'international, dont un inscrit au patrimoine de l'UNESCO. Il s'agit du paysage Koutamakou, situé dans le nord-est du Togo. Durant le 4e trimestre de l'année 2023, le Togo a été frappé par des catastrophes naturelles engendrant des pertes en vies humaines, des blessures graves et des dégâts matériels considérables, révèle l'analyse croisée de l'Agence nationale pour la protection civile. D'autres précisions dans cet élément de Kofi Kliki. L'Agence nationale en charge de la protection civile a rendu public les résultats de l'analyse croisée des données quantitatives et qualitatives de tous les services intervenant dans la protection civile. Selon le résultat, le Togo a connu des situations d'urgence au 3e trimestre de l'année 2023. Ces situations sont provoquées par des inondations, des éboulements, des déplacements internes, des afflux de réfugiés, des vents violents et des incendies. Au nombre de ces urgences, on note aussi l'insécurité alimentaire et malnutritionnelle, sans oublier l'érosion côtière. Ces événements, selon le rapport de la protection civile, ont causé des pertes en vies humaines, des blessés graves et d'importants dégâts matériels. Au 4e trimestre de l'année 2023, le Togo a enregistré au total 4035 sinistrés, dont 12 blessés. Au cours de cette même période, 4072 habitations ont été atteintes, 4 écoles endommagées et plus de 1800 hectares de champs dévastés. Dans les détails, en octobre 2023, l'agence annonce avoir dénombré 1585 victimes d'inondations, 18 victimes d'incendies et 156 réfugiés. En novembre, 21 victimes de conflits communautaires s'y sont ajoutées. 31 victimes d'incendie, 350 réfugiés et 12 victimes de vents violents. En décembre, les inondations ont atteint 68 personnes, les incendies 201 personnes. On note 1555 réfugiés et 22 victimes de vents violents. Par ailleurs, au regard des prévisions hydrométéorologiques actuelles, d'importants dégâts pourraient être enregistrés au cours de cette année. À l'international au Burkina, pour la 4e fois en 15 mois, une tentative de coup d'État a été déjouée par les autorités militaires. Des enquêtes sont actuellement en cours et des arrestations ont été effectuées. Les autorités rassurent le public que les services de renseignement, les forces de défense et de sécurité sont en pleine mobilisation pour protéger les institutions du pays. Reportage. C'est la 4e fois en 15 mois que les militaires au pouvoir au Burkina Faso annoncent avoir déjoué une tentative de coup d'État. Un communiqué signé du porte-parole du gouvernement Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo est paru dans la presse locale explique que plusieurs militaires en fonction, des civils, des activistes et des militaires radiés avaient projeté de renverser le pouvoir en place le 14 janvier dernier. Des attaques contre les sièges des comités de veille citoyenne étaient envisagées. Pour les autorités, elles visent à démobiliser le soutien populaire à la transition. Le communiqué ajoute que des organisations de la société civile devaient recevoir des financements extérieurs pour prendre part à cette tentative de renversement du capitaine Ibrahim Traoré. Cependant, les autorités burkinabées rassurent, selon elles, les services de renseignement et les forces de défense et de sécurité qui ont permis d'interrompre cette énième tentative sont à pied d'œuvre pour éviter tout renversement des institutions actuelles. Des enquêtes sont en cours et des interpellations ont été faites sans plus de détails sur le profil des personnes interrogées.
Les élections du 20 décembre dernier en République démocratique du Congo sont contestées. L'opposition et les mouvements citoyens de Bukavu, Sud Kivu, réclament l'annulation des scrutins. Les résultats ne reflètent pas la vérité des urnes selon les structures citoyennes et l'invalidation de 82 candidats députés par la centrale électorale soutient l'idée d'un rendez-vous électoral manqué. Alors que Félix Tshisekedi prête serment ce samedi, les élections du 20 décembre en RDC restent contestées à Bukavu dans le Sud Kivu. L'opposition et les mouvements citoyens peinent à tourner la page et réclament toujours l'annulation des scrutins. Nous, on a participé à ces élections-là. Il y a ceux qui ont refusé d'y participer. Nous y avons participé, espérant que les choses vont se passer comme il se doit. Mais malheureusement, on a constaté que c'était un piège de l'Union sacrée de la majorité parce qu'ils ont détruit le processus électoral. Les candidats malheureux à la présidentielle, Martin Fayulu et Moïse Katumbi, ont appelé les Congolais à la mobilisation pour dénoncer des fraudes présumées. Mais les avis divergent. La population du Sud Kivu s'est exprimée, elle a fait un choix. Elle a choisi ses représentants au niveau national, au niveau provincial. Et pour la première fois, et d'ailleurs nous félicitons le chef de l'État pour ça, et la CENI d'avoir permis l'organisation des élections municipales. Ce scrutin était très attendu par la population du Sud Kivu et donc la population voulait à tout prix aller aux élections et ce qui a été fait. On a vu les témoins des partis politiques, les observateurs et vraiment n'ont pas été considérés par les agents de la CENI. Ils étaient humiliés, chassés, vraiment pas de considération comme telle conformément à la loi. Les personnes vulnérables n'ont pas été respectées, vraiment, leurs droits ont été bafoués. Pour les mouvements citoyens, l'invalidation de 82 candidats députés par la centrale électorale conforte la thèse d'un rendez-vous électoral manqué en RDC. Le Kenya envisage de mettre fin à un accord pétrolier avec l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, citant des problèmes de distorsion de change et cherchant à atténuer les risques financiers pour le secteur privé. Cette décision s'inscrit dans une orientation vers des solutions de marché privé plus flexibles dans le secteur de l'énergie. Les détails. Le Kenya a annoncé son intention de mettre fin à un accord pétrolier de gouvernement à gouvernement conclu avec l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, invoquant les problèmes de distorsion de change. Cette décision a été prise dans le cadre des efforts du gouvernement pour atténuer les risques financiers auxquels sont confrontés les acteurs du secteur privé soutenant les installations pétrolières. Selon le gouvernement, au cours des 6 premiers mois de l'accord, les volumes d'importation mensuels réels n'ont pas atteint les niveaux convenus, principalement en raison de la baisse de la demande sur le marché intérieur et sur les marchés régionaux de réexportation. Le Trésor national a souligné le risque accru auquel font face les financiers du secteur privé dans le cadre de cet accord et a réaffirmé son engagement à adopter des solutions de marché privé dans le secteur de l'énergie. Cette décision a également été saluée par le Fonds monétaire international qui a reconnu dans son dernier rapport les distorsions sur le marché des changes, le risque accru de refinancement du secteur privé et l'engagement ferme du gouvernement à adopter des approches basées sur le marché privé dans le secteur de l'énergie. En Afrique du Sud, le gouvernement tente de bloquer une vente aux enchères de 70 objets de Nelson Mandela. Cette vente orchestrée par sa fille aînée est au cœur d'une bataille juridique depuis 2 ans. D'autres précisions. Le gouvernement sud-africain tente d'empêcher une vente aux enchères controversée de 70 objets personnels appartenant au héros anti-apartheid Nelson Mandela. Ces biens comprennent un ensemble d'appareils auditifs, une carte d'identité, des cadeaux de dirigeants du monde entier et même certaines des tenues du premier président démocratique telles que ses chemises Madiba. L'Agence des ressources du patrimoine sud-africain, un organisme gouvernemental chargé de protéger l'histoire et la culture du pays, a déclaré avoir déposé un appel pour bloquer la vente. Ce dernier est soutenu par le ministère des Sports et le ministère des Arts et de la Culture. Cette vente aux enchères, prévue aux États-Unis, n'est autre qu'une initiative de sa fille aînée, Makaziwe Mandela.
Cependant, le gouvernement sud-africain affirme que ces objets appartiennent à la nation et selon la loi sud-africaine, les biens considérés comme patrimoine national ne peuvent pas être sortis du pays. En 2021, le gouvernement s'était déjà opposé à cette vente lorsqu'elle avait été annoncée pour la première fois. Par conséquent, la vente qui devait initialement avoir lieu en 2022 avait été annulée. Port-au-Prince, autrefois paisible, est maintenant en proie à la violence des gangs avec des résidents terrifiés érigeant des barricades pour se défendre. Malgré le déploiement de la police nationale haïtienne, l'incertitude persiste. Depuis dimanche, le quartier de Solino dans la capitale haïtienne est le théâtre d'attaques de gangs meurtrières qui se sont intensifiées jeudi alors que le pays est secoué par des manifestations contre l'insécurité. Afin d'éviter toute propagation de la violence, les communautés environnantes ont commencé jeudi à dresser des barricades pour bloquer l'accès aux gangs. Nous demandons à toute la zone métropolitaine de se lever. Toute la République doit se lever pour faire réagir le Premier ministre Ariel Henry. Nous ne pouvons plus résister à l'insécurité des gangs. Rien ne fonctionne, pas même les institutions démocratiques. Nous voulons des élections sans gangs, mais Ariel Henry est lui-même impliqué dans les gangs. Tout le pays est gangréné. Si Solino tombe, les gangs auraient accès à des quartiers comme Canapé Vert qui sont restés relativement paisibles jusqu'à présent. Haïti est dans l'attente du déploiement d'une force armée étrangère dirigée par le Kenya, une initiative approuvée par le Conseil de sécurité de l'ONU en octobre. Un magistrat kényan devrait par ailleurs statuer le 26 janvier sur une ordonnance bloquant ce déploiement. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou est déterminé à poursuivre les conflits à Gaza jusqu'à ce que la victoire soit totale, malgré les appels à la renaissance de la solution à deux États. Par ailleurs, des médicaments destinés aux otages à Gaza ont été livrés suite à un accord négocié par le Qatar et la France en échange de l'autorisation d'Israël de fournir plus de médicaments aux habitants de Gaza. Les détails. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a fait part aux États-Unis de sa détermination à poursuivre la guerre à Gaza jusqu'à la victoire totale. Cette annonce est intervenue alors même que des voix plaident pour la renaissance de la solution à deux États qui n'a que trop duré. Mais Netanyahou reste inflexible et s'engage à poursuivre le conflit dans l'enclave palestinienne. Dans tout accord futur, Israël a besoin d'un contrôle de sécurité sur tout le territoire à l'ouest du Jourdain. Il s'agit d'une condition nécessaire qui intègre le conflit avec l'idée de souveraineté. Je dis cette vérité à nos amis américains et j'ai également mis un terme à la tentative de nous imposer une réalité qui nuirait à la sécurité d'Israël. Jeudi, les rassemblements à Tel Aviv ont marqué le premier anniversaire de Kefir Bibas, le plus jeune otage encore détenu à Gaza, avec ses frères et sœurs et leurs parents. Entre-temps, les médicaments qui devaient être livrés aux otages seraient entrés dans la bande de Gaza. L'accord a été négocié par le Qatar et la France en échange de l'autorisation donnée par Israël de fournir davantage de médicaments aux habitants de l'enclave palestinienne. Et c'est ainsi que se referme ce tour de l'actualité. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir.